J'ai une coupure sur le doigt. Je me suis putain coupé le doigt et j'ai essayé d'appuyer sur le truc et en fait ça marchait pas à cause de la coupure. Salut à tout le monde. Je suis pas en garage aujourd'hui parce que putain il fait trop froid quoi. Il fait trop froid. Il faisait moins 20, moins 22 ce matin. Donc là je la faire le garage et donc je suis à la maison pour un live un petit peu particulier parce que j'ai un nouvel invité et donc on va avoir Julien comme invité. Et donc avant de le ramener sur le live, ça fait très longtemps en fait depuis le début du blog que je parle de cet univers un petit peu premier soin, trauma et tout le bordel. Et donc c'est un univers qui me tient à cœur. Voilà, Julien vient d'arriver et donc me tient, qui me tient à cœur. Et je voulais inviter Julien pour faire un live et parler un petit peu de tout ça. Julien, Salut mon pote, ça va? comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Ça va. Froid, il fait froid. Ouais, grand beau, -15. Ouais. Il fait -15 chez toi? Ouais, Ouais, -21 nous ce matin. ça pique le nez. Ouais. Euh, Écoute, donc comme je le disais avant de t'inviter là, ça fait presque 8 ans, presque 9 ans que je fais le blog et Mhm. l'univers des premiers soins, du trauma et tout le bordel, ça a toujours occupé une place assez importante sur le blog. J'ai toujours pensé qu'en fait cet univers du premier soin était peut-être une des portes d'entrée vers la prévoyance et la résilience citoyenne. Parce que Mhm. c'est quelque chose qui a énormément de sens, c'est quelque chose auquel on est confronté quand même assez souvent, même si on parle ici de ne serait-ce que de bobologie. Ouais. Mais donc, je pense toujours que c'est une bonne porte d'entrée en fait à toute cette dynamique et cette intention de résilience et d'autonomie. Et en fait, j'ai passé mon brevet de secouriste moi en 1989. D'accord, quand même, déjà. Ouais. Et donc, et déjà à l'époque, je me souviens, je m'étais dit, c'était avec l'école, et je m'étais dit qu'il y avait des super trucs, et puis il y avait Mhm. d'autres trucs, tu vois, tu sais, à l'époque, c'était tous les points de compression, par exemple. Ah ouais, Euh, ça a changé ça. ouais. Et donc voilà. Et ben, donc pour ceux donc tout ça pour dire que voilà, c'est un univers que je trouve fascinant, mais surtout hyper important pour Ah, cette j'ai pour cette vu, salut Kim, intention, pardon. Ouais. pour cette intention, salut Kim, pour cette intention de résilience et d'autonomie au quotidien. Donc pour les gens Mhm. qui te connaîtraient pas, est-ce que tu peux genre te présenter en 1 minute? 1 minute. Ouais, je m'appelle Julien. Comment ma famille et moi avons immigré enfin immigré du coup, dans le Montana en 2011. Euh, Pris un cours de Wilderness EMT chez Aerie, la boîte pour laquelle je bosse maintenant. Après ça, comment rejoint le bureau du shérif pour ce qui est des recherches et des secours dans notre comment county comté. Mhm. Euh, je travaille en saisonnier donc pour Aerie, j'enseigne les premiers secours, les soins médicaux comment d'urgence en milieu préhospitalier, donc que ce soit je sais pas le trottoir, la montagne, la rivière, les bois. Mhm. Quoi d'autre? Je travaille en saisonnier aussi, station de ski locale. Je fais pisteur, secouriste artificier. Là, je viens de terminer mon diplôme d'infirmier hier. Félicitations. Je passe un examen. Comment? Félicitations. Merci. Euh, voilà, il me reste l'examen national à passer et puis après, si tout ça se passe bien, le 4 février, j'embauche aux soins intensifs à l'hôpital du coin. Ok. Qu'est-ce Voilà. que tu dirais à quelqu'un, peut-être un jeune qui nous Mhm. écoute là aujourd'hui et qui aimerait peut-être
euh, intégrer le milieu médical, pas forcément en tant que médecin, mais il y a tellement d'éventails possibles ici. Mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait peut-être être plus un peu sur le terrain comme toi avec Search and Rescue, par exemple? Je sais pas si on a Mhm. l'équivalent en France. Peut-être, c'est ça Je crois que tombe chez les pompiers à chaque fois, j'imagine. comment? Ça tombe chez les pompiers, j'imagine, le Search and Rescue. Alors, oui, le secours en France et ici, je crois, c'est assez différent. Il me semble qu'en France, tout ça, c'est public. C'est l'État ou une organisation, une institution publique qui gère. Ici, c'est beaucoup de bénévolat ici. La Ouais, plupart des unités de recherche et de secours aux États-Unis, enfin, sauf si tu sors, tu vois, comme un Coast Guard enfin l'armée en gros. Ici, c'est des citoyens qui sont encadrés par les forces de l'ordre locales, mais c'est beaucoup du bénévolat. Donc, il me semble que comment, des doctrines ou des conceptions un peu opposées. ben, on en revient toujours à cette séparation, et c'est vraiment intéressant, hein, cette différence intégrale des deux systèmes, le système américain et le système français, Mhm. avec cette présence de l'État vraiment partout en France, et puis ici plus qui marche plus sur le bénévolat. C'est vraiment intéressant. Mais Ça, donc, c'est qu'est-ce que ça. tu dirais à un petit jeune, tu vois, qui veut peut-être faire du search and rescue, qui veut, tu vois, peut-être être dans l'univers médical, mais plus comme toi, peut-être plus, tu vois, dans les montagnes, dans les bois, à aller chercher des touristes. Alors, je leur dirais chapeau. Je leur dirais c'est génial. Moi, je trouve que c'est un truc qui a une vraie valeur. Euh, et je leur dirais de s'accrocher parce que je pense que je pense que pour y arriver en France, c'est un cursus plus compliqué, plus lourd et plus long. Ouais. Euh, il me semble que tu as des diplômes d'État, enfin, je connais pas bien la manière dont ça se passe là-bas, Mhm. mais ici, en gros, si tu as les connaissances et les savoir-faire qui vont bien et, enfin voilà, si tu es qualifié, tu peux relativement facilement bosser là-dedans à titre privé. Il me semble qu'en France, il faudrait que tu fasses voilà pompier, gendarmerie, choses comme ça. Mhm. Et ça pour le Ouais. coup, je pense que c'est plus long, plus lourd, plus spécialisé, sans doute plus contraignant. Mais Mhm. je leur dirais, s'ils ont envie de faire ça, je leur dirais chapeau et allez-y quoi. Ouais. Il faut le faire. Ouais. Donc, Search and Rescue, c'est quelque chose qui est super intéressant. Euh, D'habitude, c'est quoi en général, je dirais d'une manière générale, pourquoi tu es amené à aller chercher des gens à 3 heures du matin dans la montagne? Enfin, en général, c'est soit ils sont perdus, soit ils sont blessés. Ok. Voilà. Donc c'est des gens qui peuvent pas rentrer par leurs propres moyens. Voilà, les situations qu'on rencontre le plus souvent, c'est ça, c'est quelqu'un qui est perdu, quelqu'un qui est blessé ou les deux Mhm. et qui appelle 911 et qui dit bah Mhm. voilà, je suis là et je peux pas rentrer ou je sais pas où je suis, venez me chercher. Ok. Voilà. Un autre truc qu'on fait aussi, mais qui est moins comment plaisant, c'est tout ce qui est récupération de corps, tu vois. Et, euh, et donc ça, on peut être amené à faire ça. Ouais, t'étais Pareil, venu environ. d'ailleurs, malheureusement, t'étais venu là dans ma ville il y a pas très longtemps Mm. pour le shérif qui a eu l'accident de bateau là. Ouais, ouais, Ils ont finalement retrouvé le fils, je crois, 2 semaines après ou un truc comme ça. ouais, ouais, même 4 semaines plus tard, et puis 30 Ouais. miles plus bas dans la rivière, quoi. Donc, Ouais, ouais, c'était une histoire triste. ouais, ouais. Pourquoi les gens que tu récupères, Mhm. on va parler médecine après, mais les gens que tu récupères à 2 heures du matin dans la montagne, Ouais, qui se sont perdus, ouais. pourquoi, comment on peut se perdre? Comment c'est possible? C'est, Il c'est- il t'explique à chaque fois, ah, j'ai tourné à droite au lieu de tourner à gauche, ou j'ai trop bu de whisky, ou il se passe quoi? l'un, l'autre, les deux, d'autres trucs. C'est relativement simple. Souvent, c'est un manque de préparation. Enfin, ou en tout cas, ça rentre en compte. Un manque de préparation et puis
Mhm. Et puis tu vois, une accumulation de petites erreurs de jugement, de petites mauvaises décisions, de petites négligences Mhm. qui font que les gens se retrouvent après dans une situation qui sont plus en mesure de gérer, quoi. Ouais. Tu sais, C'est un peu donc généralement, j'imagine que quand ils partent, par exemple, dans les bois, ils ont pas dit, ils ont dit à personne où ils allaient, dans quel quadrant, pour combien de temps, et ainsi de suite, quoi. Il y a jamais cette préparation en amont qui est faite en fait quand on part dans les bois. Hein. souvent chez les gens qu'on ramène, oui, ça rentre en compte. Ouais. Alors tu peux avoir un ou plusieurs éléments qui sont présents ou qui sont manquants, mais euh, mais oui, de manière générale, voilà, quand tu vas faire un truc comme ça, quelle que soit la durée, il faut d'abord que tu regardes un petit peu la carte et que tu te dises, OK, ben, on passe par là, et ça, c'est notre itinéraire. Après, il faut que tu communiques ça effectivement à au moins une et de manière et comment préférablement plusieurs personnes. Mhm. Et puis après, il faut pas te mettre dans un terrain qui est vachement au-dessus de ton niveau de compétence. Et puis, il faut avoir le bon matériel. Faut être bien hydraté, bien avoir un peu de nourriture, bien habillé, Mhm. suivant là où tu vas. Ouais. Ça répond à Tu ta te question, rappelles- ça ou c'est pas ce que tu demandais? Non, non, ça répond à ma question. Tu te rappelles quand on avait fait ce stage et que on était dans les bois Ouais. avec et que cette personne âgée en fait est arrivée complètement un petit peu désorientée, un petit peu déboussolée, Ouais. qui avait perdu sa femme dans les bois. Ouais, je me rappelle très bien, ouais. Ça, c'est typique, tu vois, le monsieur d'un certain âge qui arrive, il fait quand même froid, le mec est en short, il a un t-shirt en coton, ça fait longtemps ça te voyait, tu vois, ça faisait longtemps qu'il avait pas bu, ça faisait longtemps qu'il avait pas mangé. Ouais. Ça Euh, s'entendait, ça se voyait. Ouais, ouais. ouais. Et là, t'as vu, ça s'est super bien terminé. Enfin, c'était une situation a priori plutôt simple, quoi. Mais après, c'est à double tranchant, ça peut partir assez vite du mauvais côté. Donc, Mhm. c'est pour ça que la réflexion et la prévoyance en amont euh, Ouais. sont importantes et comment font une grosse partie du travail pour ce qu'il s'agit d'éviter ces situations de merde. Ouais. Quand tu pars comme ça, tu pars en équipe? Ouais, on part en équipe, on est toujours au minimum deux. Ok. Il y a jamais quelqu'un tout seul. Ok. Et donc après, bah, t'as vu comme on avait fait ce jour-là, il y en a, Ouais. t'en as qui arrivent, t'en as qui vont par un côté, les autres qui vont par l'autre. Ouais. Et puis en général, enfin, on les trouve toujours, hein, les gens. Tu les trouves Mhm. toujours. Après, c'est une question de temps et c'est une question d'état dans lequel tu les retrouves. Ouais. Et bah surtout, bon nous là en plus on est sur des climats un petit peu difficiles, mais c'est vrai que Mm. et vite, voilà, c'est après ça dépend. Est-ce que les gens ont quelques heures, est-ce que les gens ont quelques jours après, Ouais, ça dépend de ton environnement, de qui t'es, de ce que tu as dans le sac. Ouais, il y a ouais. beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Donc tu pars en binôme. Est-ce que vous avez une liste de matériel précise ou est-ce que vu que c'est pas géré par l'État, est-ce que vous chacun individuellement vous avez les outils que vous voulez emmener ou le matériel que vous voulez emmener? Pardon. Nous, pour alors c'est pas géré par l'État, mais en revanche, c'est nous qui gérons notre unité. Et oui, quelle que soit la saison et la mission, il y a une liste minimum de matériel que je dois avoir avec toi. Et grosso modo, c'est du matériel qui te sert à être à pouvoir gérer une blessure et puis à être autonome au niveau de voilà du point de vue de la thermorégulation, de l'hydratation et de la nourriture pendant au moins 24 heures. Ok, donc vous partez sur une base de 24 heures d'autonomie Oh, ouais, à minima. minimum. Ouais, Ok. absolument. Ouais. Il faut que chacun d'entre nous ait les moyens de survivre euh, en autonomie pendant au Mhm. minimum 24 heures. Ouais. Ok. Donc voilà, ça fait de quoi construire un abri, ça fait de quoi faire du feu, ça fait de quoi faire de l'eau, ça fait de quoi manger un peu, ça fait de quoi communiquer aussi, et comment et signaliser. Mhm. Euh, voilà. Mais ça c'est du matériel c'est du matériel comment personnel. Et puis après, tu as tout le matériel comme collectif que là, en général, on emmène tout, on arrive au point de départ et puis on sort des véhicules, ce qui va nous falloir pour la mission en question. Ok. Ouais.
Tu portes un flingue quand tu pars? Ça dépend. Ça dépend quand la plupart du temps, oui. Enfin, à partir du moment où on est dans les bois et à deux, ouais, 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 absolument. Ouais, Parce qu'on a à cause de la faune, quoi. ouais, bah, ouais. Ok. Euh, Tu as vu le film 127 heures? Non, je l'ai pas vu. C'est le mec qui s'est coincé le bras dans le rocher là? Ouais, ouais, Non, ouais. j'ai pas vu. J'ai pas vu. C'est Donc, bien? faut que ce soir, faut que tu ailles louer 127 heures. Ce soir, j'ai la fête du shérif et tout, mais maintenant, je vais avoir le temps de regarder des films et des trucs comme ça. Ouais, C'est noté. Quel type de j'avais déjà regardé un petit peu, ça fait pas mal d'années que je me renseigne sur le sujet, mais Mhm. euh, j'avais vu que la première cause de décès aux États-Unis en milieu naturel, donc c'est assez précis, c'est les chutes. Est-ce que tu Bien peux sûr. corroborer ça? Est-ce que tu peux Ouais. Ah ouais, ouais. enfin, tu vois bien, ça arrive très vite, c'est très fréquent. Et, Mhm. euh, et si tu te blesses, ben voilà, tu peux être dans l'incapacité de t'évacuer par tes propres moyens, Ouais. quoi. Ouais, 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 absolument. Euh, que ce soit chute à pied sur un sentier ou chute de cheval, chute d'un vélo, chute d'un véhicule, des trucs. Ouais, ouais, ça, c'est extrêmement fréquent. ouais, il y a une vidéo sur Internet qui tournait il y a quelques années. C'est en fait un couple. Ils étaient assez Ouais, jeunes. Je sais plus où ils étaient, mais la fille est tombée en fait. C'est, ils faisaient du bouldering et je ouais, sais pas comment on dit en français. Et la fille est tombée d'un rocher. Et puis elle s'est fracturée la cheville, fracture ouverte sur la cheville. aïe. Et bien évidemment, il était genre dusk, tu vois, genre à 6 heures, 6, 7 heures du soir. Mhm. Euh, et ils avaient rien sur eux. Ouais, Elle était t-shirt, short, basket. ça Et complique donc, les en choses. fait, lui, il s'est dit, bon, elle pouvait plus marcher, donc, immobilisée. Et donc, lui, il est Mhm. parti chercher les secours, mais il Ouais. savait pas combien de temps ça allait prendre. Et en fait, ce qu'elle a fait pour se calmer un petit peu, en fait, c'est qu'elle a sorti son téléphone et elle s'est filmée pendant toute la durée de l'événement, en fait. Wow. Toutes les 15 minutes, elle se filmait, puis elle se parlait à elle-même, et puis elle disait, voilà, ça c'est ma cheville, je suis là. Et Non, donc, ça. ouais, c'était très, très ludique, en fait, très intéressant de voir, en fait, comment on peut vite être incapacité, et puis vite être dans une situation, en fait, de survie, pour le Bah coup, ouais. Ouais. par rapport à l'hypothermie, par rapport à la faune, on en parlait, Ouais. par rapport à une multitude de choses qui peuvent se passer. Et bien évidemment, ça dépend aussi de la blessure. Là, elle avait une blessure qui peut-être engageait pas, tu vois, qui peut-être menaçait pas sa vie, quoi. Mais on peut Ouais. aussi être sur des blessures où voilà, ça peut aller vite, peut-être une hémorragie ou un problème au cœur ou tu vois des conneries comme ça. Mhm. Donc c'est toujours intéressant de voir qu'on peut passer d'une super belle après-midi en famille dans les bois où tout se passe super bien à une Mhm. situation totalement dramatique Ouais. qui peut empirer très très vite. Ouais, ouais, voilà, ça peut prendre quelques secondes et faire toute la différence. Effectivement, voilà, suivant, comme tu dis, l'endroit où tu te trouves, ce que tu as sur le dos, et puis la température qu'il va faire dans les 3 heures qui suivent, euh, Mhm. ça peut devenir une situation très très compliquée à gérer et qui met ta vie en danger potentiellement. Ouais, ouais, ouais. Donc toi, quand tu pars, donc généralement tu retrouves des gens qui sont soit perdus, soit blessés, et généralement Ouais, les blessures, c'est donc des blessures mécaniques. la plupart du temps. Euh, ou alors, enfin rarement, tu vois, mais on a eu un ou deux accidents de chasse aussi. Ok, Euh, Chasse à l'arc, chasse à la carabine. ok, La plupart du temps, ouais, c'est quelqu'un qui s'est cassé la gueule, qui a dérapé, et puis mhm, qui peut pas marcher, quoi. Ouais. ok. Et donc comment ça se passe pour toi quand tu arrives sur une personne comme ça avec une blessure mécanique peut-être assez importante, parce que Mhm. j'imagine que bah, faut que tu les dégages, il faut que tu les ramènes toi-même.
Ouais, alors en général, que la manière dont enfin, ça dépend encore de la situation, mais la manière dont on opère le plus souvent, c'est qu'on envoie tu vois, un binôme en rapide Ou, avec de quoi. ou alors tu les finis. C'est pour ça que tu portes Non, un non, costume, ça c'est pour les finir. non, ça c'est hors de mon champ de pratique, ça j'ai pas le droit. Monsieur, vous souffrez, attendez. Euh, euh, non, ouais, enfin voilà. Donc en général, une manière dont on procède assez fréquemment. On envoie un binôme, tu vois, en rapide, avec de quoi construire tu vois, un abri de fortune, faire un feu, faire de l'eau et un peu de bouffe, du matériel médical. Euh, on, euh, on établit le contact avec la personne et puis en général c'est moi qui fais le médical la plupart du temps. Enfin, si je suis dans un binôme, je vais y être parce que pour faire le médic. Donc après, voilà, moi, mon boulot, c'est d'une part, avant d'engager des binômes dans la situation, m'assurer que ça peut se faire sans risque pour ma sécu perso, pour mon intégrité physique et celle de mon coéquipier, de ma coéquipière. Une fois que ça c'est fait, voilà, tu fais un bilan rapide du patient. Donc la première question, c'est est-ce qu'ils vont crever dans les 15 minutes qui viennent? Si la réponse à ça c'est oui, eh ben tu fais en sorte que ça n'arrive pas. Après, tu traites tout ce qui est blessure secondaire, c'est-à-dire qui gêne, qui fait mal, mais qui met pas la vie en danger. Et puis, suivant le délai dont va avoir besoin l'équipe d'évacuation, tu vois les 6 mecs qui arrivent derrière avec la litière ou quoi, Mhm. euh, tu peux considérer de faire un feu, de mettre un abri, etc. Euh, mais en général, voilà, c'est ça. On envoie un binôme rapide qui stabilise et sécurise la situation, et puis une équipe un peu plus conséquente D'accord. pour l'évacuation. Donc, ce qui est assez intéressant, en fait, parce que ça veut dire que donc le premier binôme, Mhm. euh, c'est un peu les comanches de l'équipe, là, ils doivent aller dans les bois et ils doivent survivre eux aussi aux éléments. Parce que Ouais. tu m'as déjà parlé où tu me disais, putain, j'ai été appelé 2 heures du matin, il fait -20. Ah ouais, on a eu du moins 30, 40, ouais, ça peut piquer, ouais. Ouais. Donc Et là, donc, voilà, enfin, pardon, la priorité numéro un, de toute manière, c'est d'éviter les emmerdes. Donc, mhm, s'auto-préserver et faire en sorte voilà, que tu restes en bon état physique, en bonne condition mentale et que tu puisses, d'une part, toi, survivre et puis surtout après bien faire ton boulot, mhm. c'est toujours la priorité numéro un. Mais oui, oui, ça ça peut être assez engagé, ouais. C'est quoi ton pactage quand tu pars comme ça? En termes de kilos, c'est quoi? Tu pars avec combien sur le dos? Avec la flotte, 12-15 kilos. Ok, ok. Donc tu es quand même sur un truc assez léger en fait. Ouais, relativement léger, ouais. Après, tu vois, j'ai des sous-vêtements de rechange, éventuellement un set de rechange pour la victime. Et puis après, voilà, il faut du matériel, mais enfin, il faut de quoi gérer une blessure ou 12. Il faut de quoi faire du feu, il faut de quoi faire un abri, il faut de quoi manger, il faut de quoi boire, Mhm. au minimum. C'est combien est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller chercher Bernard en tongs et en t-shirt en coton là, dans les bois? Bien sûr, bien sûr. T'es resté combien de temps le plus long que t'es resté avec quelqu'un, c'est-à-dire en fait construire un camp et s'asseoir à côté du bonhomme et s'occuper du bonhomme pendant combien d'heures t'es resté le 4 plus long? heures, 4 heures, grosso modo, ouais. 4 heures? Ok. Ouais, ouais. Et là, c'est juste, enfin voilà, si t'es dans le cas, tu vois, t'es deux, t'es avec quelqu'un qui peut pas se déplacer par ses propres moyens. Construire une litière de fortune avec des branches ou le porter sur le dos, ça le fait pas. Ouais. Voilà, tu fais le feu, tu fais le thé, Ouais. tu sors la viande séchée et les barres de céréales, tu mets la bâche au-dessus et puis Ouais. t'attends que les potes arrivent. Surtout, j'imagine aussi que ça doit aussi dépendre de Bernard. Est-ce que Bernard fait 55 kilos ou est-ce que Bernard fait 200 kilos? C'est ça. Ça, c'est un gros problème euh, dans ce pays. Ouais. Bernard de 50 kilos, c'est plus facile que Bernard de 200. Ouais. Bernard de J'imagine. 200 ne rentre pas dans l'hélico, tu vois, par exemple. Donc,
Oh, merde, putain. Vous Ah avez ouais. pas de gros hélicoptères russes? Non, non, ça, non, ils sont, non, pas en ce moment, non. Putain, merde. C'est On dommage a pour des bons Benoît. hélicos, hein, mais enfin voilà, on a des machines, enfin pas nous, notre unité, mais on a à disposition des machines qui peuvent faire du travail impressionnant. En Mhm. revanche, t'as toujours une contrainte de place et surtout une contrainte de poids dans ces machines. Mhm. Le mec de 200 kilos, en l'occurrence, il est trop Mhm. lourd pour la machine. Est-ce que ça change tout en tant que... Attends, je vais essayer de... Faut que je pense à faire du politiquement correct. Qu'est-ce que Ah, ça change? Qu'est-ce que ça change en tant que médic, le plus sincèrement possible, d'être sur le terrain avec une victime qui fait 250 kilos? bah, c'est des contraintes mécaniques en plus, quoi. Euh, Mhm. 250 kilos, 250 kilos, enfin alors déjà après t'as un souci de taille, à savoir est-ce que cette personne tient sur la backboard, est-ce que cette personne rentre dans la litière, tu vois. Et Mhm. puis après 250 kilos, même à 6 sur une litière, Ouais, ouais. c'est chaud, hein. C'est lourd, c'est lourd et Ouais. du coup, enfin voilà, c'est un effort physique supplémentaire, c'est des risques supplémentaires. Ouais, parce que Ouais, moi, moi je j'ai préfère vu les des victimes. mecs, tu vois, j'ai vu des mecs en forêt, quoi, qui Ouais, sont carrément obèses, tu vois, parce ils ont quand même ils veulent aller en forêt, quoi, les boucs. ouais, Et putain, moi, la première chose que je me dis, c'est putain, j'espère que j'aurai jamais à les porter. Bon, tu peux tu pas. m'étonnes. Et après, je me dis, putain, tu vois, même les tourniquets, quoi. Les tourniquets sont, les garrots tourniquets sont assez Ouais, grands mais tu te dis, putain, le jambonneau, quoi. Si je dois mettre ça sur la cuisse, d'un mec qui fait 150 kilos, tu vois, tu te dis, putain, il va falloir, ouais, hein? c'est des contraintes, ouais, c'est sûr. Et puis après, c'est vrai que dans ce pays plus que dans les autres, c'est un vrai problème. Je crois que Ouais, ça doit être un 55 ou 60% de la population obèse, hein, ici. Donc, ouais, c'est clair. ça complique les choses, ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, est-ce que tu pars dans les bois avec des points de suture? Non, non, non. Qu'est-ce que tu veux que je foute de matériel enfin, d'abord, suture, moi, je sais pas faire. Euh, et puis surtout dans les bois, ça n'a aucun intérêt, hein, pardon. Je sais, Attends, je vais pas me faire des copains, tu vas recevoir des menaces de mort, machin et tout, mais c'est débile. non, 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 je vais t'expliquer le contexte. Euh, les preppers, tu sais, ils adorent les points de suture. Alors, c'est un Mais truc. alors, attends, pardon de te couper, tout le monde adore les points de suture. Je sais pas pourquoi, mais faire des trous dans les gens et y mettre des trucs, ça fait bander tout le monde. Je comprends pas, mais ça se vérifie. Hum. Ouais, ouais, ouais. Mais donc, putain, les points de suture, les mecs, ils sont, putain, et tout le monde a un truc de points de suture, ils partent avec les sutures, ça parle, toi, ils ont tous un kit de suture et tout le bordel. Et c'est, toi, c'est un de ces mystères. Moi, ça m'a toujours épaté en fait. Mais c'est un de ces mystères, voilà, de la dynamique survivaliste prepper. Il faut avoir des points de suture. Et en fait, tous les mecs un peu comme toi sur le terrain, tu vois, qui font du médic de terrain. Alors ça peut être effectivement en milieu naturel plus comme toi, ou alors en milieu urbain, ou alors en milieu peut-être militaire et paramilitaire. On Ouais. parlera peut-être des gens que tu côtoies après, qui sont sur le terrain en termes en tant que médic, Mhm. corpsman. Est-ce que ces mecs-là portent des points de suture? Est-ce que toi tu portes des points de suture? Et qu'est-ce que tu penses de l'univers point de suture? Alors, moi, je porte pas de point de suture. Je sais pas faire de suture. Euh, qu'est-ce que j'en ai alors? Voilà. Pour le milieu militaire, je sais pas me prononcer. Il me semble que là, ça vaut peut-être plus le coup, surtout si tu rentres sur des périodes de soins comment étendues, tu vois, où tu vas être avec un blessé grave pendant plusieurs jours.
Là, pourquoi pas? Moi, je suis pas soldat, je suis pas médic des forces armées. Je peux pas me prononcer là-dessus. Il est possible que ce soit très pertinent, voire nécessaire. En revanche, moi, de mon point de vue, pour ce que je fais dans le milieu dans lequel je travaille, suture sur le terrain, c'est non. Suture, tu vois, je veux dire, nous, si on y est, on va, je veux dire, on va y passer une demi-journée, on va y passer la nuit et peut-être un bout du lendemain, mais il y a pas Mhm. lieu de faire de suture. Les sutures, j'en pense que c'est très bien pour et aider à la. Enfin, d'abord, j'en pense que les sutures, c'est bien de les faire à l'hosto, hein, Mhm. par un docteur qui sait ce qu'il fait ou un chirurgien. Si on parle de suture dans le cadre de gestion de plaies à l'extérieur, moi j'y trouve, enfin, il n'y a pas vraiment de bénéfice, quoi. Il n'y a pas vraiment de bénéfice et enfin, ce qu'il faut faire avec une plaie, ce qui est important et ce qui apporte un vrai bénéfice dans la gestion d'une plaie, c'est le nettoyage. Voilà. Ouais. Donc très bien nettoyer une plaie, ça va faire la différence sur le long terme. En termes de, enfin voilà, les objectifs principaux avec ce truc-là, c'est d'éviter une surblessure, Mhm. d'éviter une infection et de favoriser la cicatrisation. Les sutures, c'est très bien pour ce qui est de favoriser la cicatrisation. Mhm. Ce qui comptait là dans les bois est pas la priorité, quoi. De mon point de vue en tout cas. Non seulement ça, d'autre part, quand tu regardes un petit peu les case studies, tu vois des cas, des études qui ont lieu, et on a eu encore le cas cet été là. Un de nos, un de mes, comment, former students, un étudiant, et comment, river guide, il guide des voyages en rivière. Tu vois, il était sur le Grand Canyon avec Mhm. des clients à lui, Mhm. dont un est chirurgien. Super, un chirurgien dans le bateau, génial. Take-out, donc au départ du voyage, le guide s'explose et se fait une plaie sur le tibia, tu vois, en chargeant des caisses dans le bateau. Mhm. Ils ont pris et là le chirurgien dit super, le mec se frotte les mains, sort son kit de suture et le recoue. On a tout, t'as les photos, machin, etc. Il le recoue. Sauf que il l'avait pas nettoyé. 3 jours plus tard, au milieu du Grand Canyon, ben voilà, t'as eu une infection profonde, dégueulasse. Il a fallu tout défaire, récurer, machin et tout. Et ça, ça va se produire. Enfin voilà, les sutures. Si t'es équipé, que t'as le savoir-faire et de l'expérience, que tu sais ce que tu fais, euh, fais-le si tu veux, mais nettoie avant. Voilà ce que j'en pense. Ouais, parce C'est le qu'en fait, nettoyage qui va faire la différence. on est sur, en fait, on enferme à l'intérieur de la plaie, on enferme un terrain infectieux, en fait, Exactement, et qui exactement. devient encore plus propice à l'infection. Euh, Du fait mais, qu'on est fermé par dessus, absolument. ouais. Ouais. Et donc voilà, quand on voit Rambo qui tombe dans l'arbre et qui s'ouvre le bras, putain merde, je vais tout péter. Et qui, bon, le premier réflexe, c'est il se recoue quand même le mec, tu vois. Donc Eh putain, ben, ça. en gros, il faut nettoyer avant. Ouais, tu vois, il a pas nettoyé. En plus, il avait les mains sales et tout. C'était dégueulasse, hein. Dégueulasse. C'est Ouais. dégueulasse. Non, non, c'est poor practice. Donc, si je suis dans les bois Ouais. et que j'ai, tu vois, genre couteau, hache, feuille sur le zizi, je suis tout seul dans les bois et j'ai Ouais. ma super hache qui coupe de l'enfer de la mort et je Mhm. viens couper du bois pour faire ma cabane Ouais. parce que c'est comme ça que hein, c'est mon lifestyle. Et donc, D'accord. je me plante la hache dans le tibia. Aïe. Ouais. Mhm. Et donc, putain, quel est le meilleur truc à faire pour moi si je suis tout seul dans les bois, à plus de 2 heures d'un hôpital, que je viens de me planter la hache dans le tibia? Ah. Bah, retire la hache. Ça dépend. Si t'as un gros saignement, enfin une hémorragie, il faut gérer ça. Mhm. Euh, Après, si t'as pas une hémorragie, bah tu fais de la gestion de plaie. Donc tu prends de l'eau propre que tu viens de traiter, pas la bouteille dans laquelle tu as déjà bu, etc. Là. Mhm. Tu prends de l'eau propre au minimum, tu nettoies extrêmement bien, et après tu couvres avec un pansement et un bandage. Et si tu peux marcher, tu te casses. Ok. Hmm.
Après, si tu as un gros saignement et que tu es à plus de 2 heures, Bon, là, on bah, si tu as un passe. gros saignement, il va falloir le gérer. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est compressif ou garrot. Et puis après, tu reviens à la question, est-ce que tu peux marcher? Est-ce que tu peux sortir tout seul? Ouais. Mm. Est-ce que tu as vu je change de sujet là, parce que ça me vient à l'esprit. Est-ce que Mm. tu as vu ou lu des livres ou vu des reportages sur les médecins de guerre pendant la guerre de sécession? Non, 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 et ça doit être Mais qu'est-ce fascinant. que tu branles? T'as pas vu 127 heures? Tu regardes pas les films des médics de la guerre de sécession? Non. C'est pas possible. Par contre, je suis diplômé, hein, donc Euh, euh, je vais c'est avoir plus assez de temps. Donc, maintenant que j'ai commencé à bosser plein temps, je vais avoir le temps de faire tout ça. C'est assez fantastique en fait, l'univers du médic pendant la guerre de sécession. Et j'imagine en fait on a moins de. It's okay, Kira. Ah putain, on a moins de. On a moins de documentaires, tu vois. Mais j'imagine pareil quoi. T'imagines les médics de l'armée romaine par exemple? Ouais, bah, il posait déjà des garrots. Hein. Thank you. Ouais, exactement. Ouais. Attends, j'ai le facteur. How you doing? Good. How about you? Pretty good. This for you. Thank you. Thank you very much. There you go. Have a good day. Have a good day. Come on, Kira, let's go. Come on. Putain, désolé, Pas de souci. Pas de souci. Tout le monde va bien à la maison? Les Ouais, humains, les écoute, animaux, les insectes? tout le monde va bien. Tu vois, Friday, elle fait un bain de soleil parce qu'elle adore le Ah, soleil. petite. Mais Ah, ouais, non, tout le monde va bien. C'est super. Mais ouais, donc, désolé les gars. Les médics de la guerre de sécession, comme je disais, il doit y avoir d'autres histoires qui sont super aussi, mais c'est un univers assez fantastique en fait parce qu'ils bossaient sur des trucs hyper dégueulasses quoi. À l'époque, tu sais, c'était des balles rondes qui éclataient les os. Enfin, je veux dire, c'est l'enfer quoi. putain. Les mecs ils géraient ça d'une manière assez fantastique en fait, et ça me fait repenser, tu vois, à tous ces manuels en fait de médic. Et là, on part un petit peu plus sur le T3C, on part sur Mhm. le médic de guerre en fait. Et je voulais t'amener sur ce sujet-là parce que on est sur des époques en fait où effectivement avec des attentats terroristes, et même les accidents de la route, tout simplement, on est parfois confronté à des blessures qui sont hyper lourdes. Ouais, ouais, ça peut aller vite, ouais. Ouais. Et donc là, t'en penses quoi, toi, à part ouais, ça peut aller vite. Je pense qu'il faut savoir comment maîtriser. J'en pense qu'il faut maîtriser certains gestes, savoir Mhm. utiliser certains matériels pour pouvoir traiter des blessures qui peuvent résulter sur la mort si rien n'arrive, mais mais qui sont au final des morts évitables. Tu vois ce que je veux dire? Une amputation, un bras arraché et l'hémorragie qui va avec. Si tu touches pas, la personne va crever. En Mhm. revanche, c'est entièrement preventable, évitable Ouais. euh, par une intervention simple et efficace. Mhm. Alors, on arrive sur un terrain un petit peu délicat parce que, comme tu le sais, on en a beaucoup parlé en privé. Je l'ai jamais dit en public et tout ça, mais depuis que j'ai commencé à parler de tout ce qui est trauma-kit, T3C, Garrot, plus Ouais. particulièrement le Garrot, j'ai reçu énormément de courriers hyper négatifs et hyper violents de la part de Français. Donc, Mhm. on a ici une différence pareille de culture. Mais donc, alors je sais pas, je pense que c'est une soupe d'une multitude de problématiques en fait. Déjà, il y a la problématique qu'effectivement,
les premiers secours tels qu'ils sont enseignés en France, par exemple, dans certaines entreprises. Alors je sais pas qui enseigne les premiers secours et ainsi de suite, mais peut-être qu'on est resté parfois sur des trucs un petit peu plus vieux, qui sont peut-être aujourd'hui un petit peu obsolètes. C'est possible, ouais. C'est possible. On a aussi la dimension, la dynamique juridique, c'est-à-dire que les gens ont, quoi qu'il arrive en France, de toute façon, peur d'intervenir, que ce soit sur une baston, que ce soit, j'en sais rien, moi, les gens ont peur d'intervenir parce on se dit c'est nous qui allons finir en prison ou c'est nous qui allons finir les victimes. Donc ça, c'est un gros problème aussi. Bref, il y a une multitude de rouages en fait qui peuvent expliquer ce rejet hyper automatisé, hyper systématique de cet outil qui est le garrot tourniquet. Et donc, ce qui revient toujours, c'est un petit peu pareil, c'est si j'arrive sur un accident, par exemple, et que je fais une pose de garrot, même si cette pose de garrot est parfaitement exécutée et qu'il y a un problème avec cette victime, par exemple la victime meurt ou la victime nous met un procès parce qu'elle a perdu son bras, quoi qu'il arrive, même avec la pose d'un garrot et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, on se dit que c'est nous qui allons payer à vie pour cet acte, en fait. Alors la problématique, pardon, vas-y. Comment tu vois ça? Comment tu perçois tout ça? Bah alors moi, c'est relativement simple. Je pense que ces réactions négatives dont tu parles, c'est basé sur de la misinformation, la désinformation. Enfin, pas de la désinformation, mais des informations obsolètes. Donc je sais pas, et c'est un truc qui peut se régler si tu cherches de manière à peu près honnête à te documenter correctement. Aujourd'hui, on a des montagnes de données d'excellente qualité qui démontrent de manière incontestable que et empirique. Un bon garrot bien posé, comment? Et empirique, de manière incontestable. Scientifique, hein. Les mecs savent ce qu'ils font. Il y en a beaucoup qui sont issus du milieu militaire notamment. Mais grosso modo, voilà, un bon garrot bien posé quand il était indiqué, ça n'a jamais fait que du bien. Point à la ligne. Après, c'est sûr que si tu vas poser un lacet de chaussure sur le coude d'un mec qui a pas besoin d'un garrot, ouais, là tu fais de la merde et tu crées des emmerdes. Après, toute la problématique juridique, alors je t'avoue, j'y avais même jamais pensé en France parce qu'il me semblait que tu vois, pour moi, c'est les États-Unis qui sont plus portés au litige, quoi. Mais ici, enfin bon, après moi c'est différent. Je suis un professionnel médical, j'ai une licence, etc. Donc j'ai des protocoles et si telle situation, je fais ça et ça et ça. En revanche, quelqu'un, il y a des Good Samaritans Law, les lois du bon samaritain, qui dit que quelqu'un qui s'arrête sur le bord de l'autoroute pour porter assistance à quelqu'un qui en a besoin ne peut pas être poursuivi s'il a agi, il y a un reasonable standard person, s'il a agi de manière comparable à ce qu'une personne raisonnable aurait fait dans les mêmes circonstances. Ouais. Donc, alors après, je sais pas comment est la législation en France, mais il me semble qu'en France, alors ici c'est pas le cas, mais il me semble qu'en France, tu as obligation de porter assistance à une personne en danger si en se faisant, tu te mets pas toi-même en risque. Hein. Je crois que c'est le cas. Ici, ici que dalle. Hein. Ouais. Moi, je suis encore une fois, hein, je suis licencié, machin et tout. Si je suis pas en uniforme ou en train de bosser, j'ai aucune obligation de m'arrêter sur le bord de la route pour porter assistance. Ça, je pense que ça vient de la peur du litige. Après, pour les gens qui choisissent de s'arrêter et d'aider, s'ils font pas n'importe, faut pas être. Voilà, le mec a une coupure au doigt, tu lui plantes un bic dans la gorge pour essayer de le faire mieux respirer. Voilà, là tu vas avoir des emmerdes. Mais si tu fais quelque chose si tu t'arrêtes et que tu fais quelque chose de raisonnable, quelle que soit l'issue pour la victime, t'es protégé. Ok. Ça reste quand même un univers assez
assez casse-couille. Je dois dire que j'en ai même eu, j'ai même carrément, je me suis dit putain, je vais plus jamais parler de Médic, quoi. Parce que ça m'a tellement cassé les couilles, si tu veux, que je me suis dit, écoute, franchement, moi je sais poser un garrot. Et je m'en branle, quoi. Ça commence à me casser les couilles sévères. Et c'est vrai que l'approche, si tu veux, je m'en suis tellement pris plein la gueule avec cette histoire de putain de garrot, si tu veux, que je me suis dit putain, mais en fait, qu'ils meurent tous, quoi. Tu vois, après, si tu veux, tu assistes à des scènes comme Nice, par exemple, ou le Bataclan. Combien, putain, mais t'imagines si tous les citoyens là, ils avaient un compressif et 2 garrots dans la poche, quoi. T'imagines le nombre de personnes qui auraient été sauvées, quoi. Tu fais une vraie différence, hein. Bah ouais, c'est clair. Encore une fois, moi, je suis très surpris enfin, on en a discuté plein de fois. Je suis toujours surpris de ces réactions hostiles. Ces gens-là, de mon point de vue, il faut qu'ils se documentent correctement, c'est tout. Qu'ils mettent leur doc à jour. Non, faut qu'ils aillent mourir. Faut qu'ils aillent se pendre dans la forêt quelque part et qu'ils arrêtent de nous faire chier, quoi, tu vois. Bah, moi, ça ne m'emmerde pas, mais non, mais je comprends, ça doit être extrêmement frustrant. Parce que toi, en plus, je veux dire, d'une bonne intention, d'une intention constructive. Euh, et donc voilà, recevoir de la merde basée sur de la merde en réponse, c'est oui. Ça doit être très frustrant. C'est vrai que c'est hyper frustrant, surtout encore une fois que, comme tu le disais, on a maintenant on a des retours sur ne serait-ce que les flics aux USA qui posent des garrots, qui sauvent des vies tous les jours. C'est même pas une question, hein. Voilà, c'est comme ça. Il y a pas plusieurs manières de voir le truc, hein. Je te dis, je pense que ces réactions négatives et hostiles sont basées sur des informations incorrectes ou anciennes, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. J'arrive à rationaliser, si tu veux, j'arrive à me calmer et à rationaliser le truc et à continuer et aller de l'avant. Et comme je l'ai dit, j'en ai jamais parlé à personne parce que il y a énormément de choses négatives que je garde pour moi, que je partage pas pour pas passer pour un chouineur, tu vois, qui se plaint toute la journée. Mais c'est vrai que ça m'a autant il y a plein de trucs, tu vois, les flingues, la chasse, autant il y a plein de trucs, je comprends vraiment que les gens, tu vois, aient du mal avec ces concepts-là. Et j'arrive à être détaché, ça me dérange pas. Mais l'univers des T3C, l'univers d'arriver à Nice sur une victime, ou comme je le dis toujours, un accident de la route, tu as une petite fille de 12 ans qui vient de se faire arracher le bras dans la BMW de papa. Tu as 2 solutions. C'est soit tu la regardes mourir en lui tenant la main, soit tu agis, tu deviens l'acteur ici de l'événement, et tu agis et tu fais une pose de garrot propre et correcte et tu sauves la vie de cette petite fille. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, c'est noir et blanc. En 15 secondes et très peu d'efforts. Ouais. Et on en est encore, putain, on en est encore, tu vois. Alors j'ai des potes flics qui me contactent tout le temps. Alors ils ont même pas d'équipement, donc c'est le bordel. Enfin moi je veux dire, si j'étais flic, déjà moi je porterais au minimum 2 garrots sur moi, rien que pour moi. Mais pour les autres aussi, quoi, tu vois. Et donc on est quand même sur des dynamiques assez lourdes où les gens j'ai l'impression, tu vois, se trouvent des excuses pour en fait pas porter le garrot parce que des fois c'est trop grand et c'est trop lourd. La neige elle est trop molle. Après, c'est un choix personnel. C'est vrai que c'est un truc que tu vas pas utiliser souvent, hein. On est d'accord. J'espère que je vais jamais l'utiliser. Comment? J'espère que je vais jamais l'utiliser. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Maintenant, voilà, moi, j'en porte en permanence parce que rien que l'idée, tu vois, de me prendre un jour à penser, putain, merde, j'aimerais bien avoir mon kit, ça me file des cauchemars. Donc voilà, pour moi, c'est une bonne question. Mais moi, des garrots à titre personnel, j'en ai jamais posé, hein. J'en ai jamais posé qu'en ambulance, voilà, après, c'est
c'est aussi, moi, je trouve un avantage de porter ce genre de matériel, tu vois, relié à ce jeu, à cet état d'esprit et à tout cet univers médical, c'est que enfin, je sais pas, moi, quand je me trimballe avec mon kit, je modifie même de manière inconsciente mon comportement de manière à minimiser les chances d'avoir à m'en servir. Euh, Et c'est un, tu sais quoi, c'est pareil avec ça. voilà, C'est même exactement pareil. absolument, absolument. C'est quand je porte, et je suis sûr que c'est pareil pour toi, c'est quand tu portes, quand tu es en ville et que tu portes un flingue, putain, je veux dire, je suis zen, mon pote. Ah, tu peux me marcher sur le pied, je dis, ah, c'est pas grave, madame, c'est pas grave, monsieur. Impeccable, Tu, irréprochable, absolument, bien sûr. ouais, ouais. Et Entièrement, ouais, c'est ça. Je c'est- suis très d'accord avec toi. ouais. Et t'as raison, c'est pareil avec le kit médic. Putain, moi, je sais que voilà, quand j'ai pas mon trauma kit avec moi, parce que la bobologie, c'est un autre sujet, mais quand j'ai pas mon trauma kit avec moi, je me dis putain, c'est là que ça va se passer, tu vois, c'est là que et je vais me dire putain, c'est un gros con. On est bien d'accord. Attends, je vois plein d'écritures, machin. Bon, je sais pas utiliser ce truc-là, mais je te vois, tu me vois et on s'entend, donc ça va. Ouais. Non, non, tout va bien. Laisse-les. Je regarde en fait, et quand il y a des choses, des questions intéressantes et tout, en fait, moi je les note. Et après, tu vois, les questions que je te pose, des fois, c'est leurs questions. Ah, d'accord, d'accord. Puisque donc on est dans le trauma. Et donc, est-ce que pour toi, tout le monde devrait porter un minimum de matériel, que ce soit en urbain ou en rural? Est-ce que est-ce que ça te semble logique? Est-ce que Oui, oui, oui. Moi, enfin voilà, si je sais pas si je me blesse ou si quelqu'un autour de moi est blessé, je préfère être en mesure de gérer plutôt que d'attendre que les pompiers arrivent, hein. Voilà. Après, ça se vérifie. Je veux dire, dans une population donnée, plus tu as une forte proportion de gens qui connaissent des gestes médicaux et portent des matériels qui leur permettent de faire ces gestes, plus tu as un groupe fort, quoi. Plus tu peux faire face à l'adversité. C'est logique pour moi. Voilà. Et tu le vois, hein, c'est frappant ici. Il y a encore une fois, c'est une différence d'état d'esprit, quoi. Mais moi, je vois dans ma ville, enfin, d'abord, je peux pas, j'en sais rien, moi, traverser le campus de l'université sans croiser, tu vois, 15 de mes anciens stagiaires. Et puis, ici, quand tu as quelqu'un qui tombe, qui se fait mal ou qui fait un arrêt cardiaque, où que ça se passe, tu as, dans les 10 secondes, 3 personnes qui sont dessus et qui commencent. ouais, Et voilà. Et ça fait que la population est plus, je sais pas, on est plus fort, quoi. ouais, c'est ce que je me dis aussi. Mais j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, hein, j'ai l'impression que le message se perd. J'ai l'impression que la majorité des gens s'en branlent. Et encore une fois, surtout, je pense que c'est vraiment pas dans la culture française. Si tu veux, c'est le thème de l'extincteur. C'est-à-dire que pour les Français, les seules personnes qui ont le droit d'intervenir sur un incendie, c'est les pompiers, parce qu'ils savent ce qu'ils font, ils ont reçu une formation et ils sont payés pour ça. Les seules personnes qui peuvent intervenir sur une agression, c'est les policiers, parce qu'ils sont payés pour ça, ils sont là pour ça, ils sont équipés pour ça, ils sont entraînés pour ça. Les seules personnes qui peuvent intervenir sur blablabla, blablabla. C'est la culture française, si tu veux. Et moi, je me dis toujours, alors, ça les empêche d'avoir un détecteur de fumée à la maison et un extincteur d'incendie. C'est-à-dire que moi, par exemple, je me dis, putain, même si je suis pas pompier, j'ai un détecteur de fumée et un extincteur d'incendie. Pourquoi? Parce que quand la problématique est encore très petite, je peux la gérer. En tant que citoyen responsable, je vais pas attendre les professionnels, tu vois, pour éteindre mon petit feu de merde sur ma cuisinière. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, ta maison l'a cramé. Ouais, exactement. Donc, et j'applique ça un petit peu à tout, que ce soit à la confrontation physique, à l'incendie, mais aussi et surtout à l'univers du médic. Parce que je me dis que, encore une fois, si je suis voilà sur un truc comme un accident de la route ou alors Nice,
putain, ça me ferait vraiment chier de devoir tenir la main à quelqu'un, si tu veux, Ouais. qui va mourir d'une hémorragie, alors que un outil de merde grand comme ça à 20 balles aurait pu faire la différence. Bah ouais, on est d'accord. Ah ouais. Mhm. Après, puis c'est vrai, je veux dire, tu parles à, pardon, tu parles aux professionnels des différents secteurs dont tu viens de parler ici. Les mecs te disent tous, bah ouais, moi pompier, je veux que tu saches comment c'est mon boulot. Moi ambulancier, je veux que tu saches comment c'est mon boulot avant que j'arrive. Pareil, tu parles à un flic ici, les mecs te disent, bah ouais, appelez-nous toujours, mais soyez en mesure de vous défendre le temps qu'on arrive. Ouais, C'est logique. Enfin moi, ça me paraît logique. ouais, ouais. Non, moi, ça me paraît logique aussi, mais il y a, voilà, il y a un truc qui s'est perdu. Et à mon avis, c'est la lourdeur du système français, si tu veux, qui est devenu tellement lourd et débordant, si tu veux, et plein de gras, de trucs de 250 kilos. Alors nous, on a des gros, mais le système, c'est le système français qui est gros en fait. Et donc tout le gras recouvre tout, si tu veux, puis ça nous empêche de respirer. Et les gens se sentent un petit peu coincés, quoi, tu vois. C'est dommage parce qu'au lieu d'être autonome, t'es dépendant, quoi. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas intérêt à faire ça. Mais Ouais. Dis-moi, c'est la fin des 1 heure. Euh, déjà, ouais. la vache. Ouais, t'as raison, ça passe vite, putain. Est-ce que tu peux faire une deuxième heure? Ouais. Moi, faut juste que j'aille. Ouais, je peux. Tu me laisses 5 minutes, le temps de pisser un coup, tout ça, et puis on s'y remet. Ok, ok. Putain, faut enchaîner tout de suite. Mais t'es un esclavagiste, mon pote. Non, non, pas de problème. Va pisser un coup, et puis je redémarre un live, et puis tu fais pareil, tu me fais une demande d'invitation, et puis on continue parce que j'ai encore tellement de sujets. On vient juste de faire voilà. Ouais, ouais, ça passe très vite. Ça marche. Merci à toi, puis à tout de suite. Ouais, tout le monde va pisser. À Ouais. tout de suite.